Elle était la fille unique d'un milliardaire né aveugle. Les médecins disaient qu'il ne lui restait que 3 mois à vivre. Son père avait tout essayé, des traitements coûteux, des cliniques privées, des médicaments importés. Rien n'y faisait. Tout le monde avait fini par abandonner jusqu'au jour où un garçon pauvre, le fils de la femme de ménage de l'école, remarqua quelque chose que personne d'autre n'avait vu. Il n'était pas médecin. Il n'avait pas d'argent. Mais ce qu'il découvrit changea tout. Ce qu'il fit avec un simple torchon et une bassine d'eau tiède révéla une vérité qui allait bouleverser tout un pays. Avant de poursuivre cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Et surtout, dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez, on adore le savoir. Arnaud Duval se tenait immobile devant la chambre 214 de la clinique Saint-Michel, les mains dans les poches, observant les médecins s'affairer à l'intérieur avec une urgence silencieuse. Sa fille Lucie venait d'avoir 12 ans et on lui annonçait à présent qu'elle n'atteindrait jamais ses 13. Depuis le jour de sa naissance, la vie de Lucie avait été une succession de séjours à l'hôpital de thérapie et de comptes rendus médicaux. Arnaud avait toujours cru que l'argent pouvait tout réparer. Il avait fait venir les meilleurs spécialistes d'Europe, essayé des traitements expérimentaux venus d'Asie et même fait livrer des vitamines chaque semaine depuis la Suisse. Il avait déjà perdu sa femme. L'idée de perdre Lucie lui paraissait un coup du sort d'une cruauté insoutenable. Chaque examen confirmait le pire, sa maladie était rare, incurable et progressait rapidement. Les médecins disaient désormais qu'il ne lui restait que 3 mois. C'était tout. Arnaud, cet homme qui autrefois prononçait des discours dans les congrès économiques et signait des contrats à plusieurs milliards d'euros, se retrouvait soudain impuissant face à quelque chose qu'il ne pouvait ni négocier ni retarder. Sa vie autrefois pleine de projets et de certitudes s'était rétrécie à un couloir d'hôpital et à un compte à rebours. Entre les murs impeccablement décorés de leur hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine, la vie de Lucie était minutée. Les infirmières surveillaient son sommeil, les aides-soignantes lui donnaient ses médicaments à l'heure, et rien n'était laissé au hasard. Sa chambre, bien que remplie de jouets et de livres, ressemblait plus à une salle de soins qu'à une chambre d'enfant. Lucie était vive, curieuse, et malgré sa cécité, possédait un sens de l'humour étonnant. Elle aimait poser des questions sur les choses qu'elle ne voyait pas souvent, avec une ironie qui déstabilisait les adultes. Mais même sa joie ne pouvait effacer la routine. Elle devait mettre des gouttes dans ses yeux, bien qu'elle ne voie rien avaler des pilules toutes les quelques heures, manger des repas pesés et notés. Ses journées commençaient et finissaient par quelqu'un qui lui disait l'heure, la prochaine étape, ce qu'elle pouvait ou non faire. Elle ne se plaignait pas. Elle n'avait jamais connu autre chose. Tout le monde autour d'elle la traitait comme une porcelaine, prête à se briser, et dans leurs yeux, elle était déjà à moitié partie. Arnaud passait rarement du temps à la maison. Entre les conseils d'administration, les rendez-vous d'affaires et la direction de son groupe industriel. Ses échanges avec Lucie se limitaient à des appels rapides ou des messages transmis au personnel. Il faisait confiance aux médecins, il lui montrait des scanners, des rapports, utilisait des termes compliqués. Il disait que c'était terminal et il les croyait. Toute sa vie, il avait fait confiance aux experts. Alors, si on lui disait qu'il restait 3 mois, il l'acceptait. Il payait grassement pour des réponses honnêtes. Mais il ne voyait pas les petits signes, la façon dont Lucie restait silencieuse de longues minutes à écouter le léger changement dans son expression quand certaines personnes entraient, ou le moment d'hésitation avant de prendre ses médicaments. Arnaud ne s'interrogeait pas. Il ne voyait rien de tout cela. Trop concentré sur les solutions chères, il croyait que l'espoir s'achetait. Pour lui, être un bon père signifiait simplement maintenir la machine en marche. L'école de Lucie était le prolongement de ce monde contrôlé. C'était une académie privée pour enfants aux besoins particuliers, équipée des meilleures technologies et du personnel le plus qualifié que l'argent pouvait offrir.
Chaque salle avait des capteurs, une lumière douce et des surveillants prêts à intervenir. Lucie avait une aide personnelle et un emploi du temps rigide. De l'extérieur, tout semblait parfait pour une enfant aveugle et malade. Mais à l'intérieur, Lucie se sentait souvent déconnectée. Les professeurs parlaient doucement, sans vraiment écouter. Les camarades étaient polis, mais rarement proches. Ses journées se remplissaient de routines, de séances de musique, de lectures, assistées de promenades dans le petit jardin clos. Tout était sûr, prévisible, encadré. Il n'y avait aucune place pour la surprise, le jeu ou l'aventure. Même les amitiés étaient surveillées, interrompues avec délicatesse quand elles semblaient trop intenses. Lucie n'était pas encouragée à explorer. Elle devait suivre. Tout le monde croyait l'aider, mais en réalité, on construisait des murs autour d'elle. Pourtant, quelque chose d'étrange commençait à se produire, que les adultes, eux, ne remarquaient pas. Un garçon avait commencé à apparaître à l'école sans être officiellement inscrit ni mentionné dans aucun registre du personnel. Il était toujours là, toujours dans les parages, mais personne ne lui parlait jamais. Aucun professeur ne prononçait son nom. Aucun parent ne semblait le remarquer. Il gravitait autour de Lucie, souvent à distance, l'observant sans intervenir. Il se contentait de regarder attentif au moindre détail, le moment où Lucie laissait tomber un comprimé sous la table, sans rien dire, la façon dont elle penchait légèrement la tête quand quelqu'un entrait, comme si elle reconnaissait les gens à leur silence. Le garçon était patient. Il ne disait jamais un mot, mais il voyait tout. Au fil du temps, il commença à comprendre que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas seulement la tristesse, ou les routines strictes, c'était plus profond. La maladie de Lucie ne correspondait pas à son comportement. Par moments, elle paraissait plus forte, plus lucide, presque totalement consciente de choses que personne ne pensait qu'elle pouvait percevoir. Le garçon commençait à voir les fissures dans l'histoire. Il remarqua des schémas que les adultes ne voyaient pas. Il constata que l'état de Lucie semblait empirer seulement après certaines visites ou certains traitements. Il voyait aussi que le personnel suivait toujours les protocoles à la lettre, mais évitait les questions. Il observait Lucie feindre la faiblesse certains jours plus que d'autres. Quelque chose ne collait pas. Le garçon garda ses distances, mais se mit à tout noter, les heures, les dates, les expressions des visages. Il regardait M. Duval, venir toujours en costume élégant, ne restant jamais plus de quelques minutes. Il voyait Lucie sourire à son père, mais ne plus rien exprimer après son départ. Peu à peu, il comprit que Lucie n'était pas seulement malade. Elle était prisonnière d'un système fondé sur la peur, les automatismes et les certitudes. Et peut-être, juste peut-être, que la vérité n'était pas celle que les médecins affirmaient. Le garçon ne savait pas encore ce qu'il allait faire, mais il était sûr d'une chose, Lucie avait besoin de quelqu'un qui la voie vraiment. Ce jour-là, debout près du jardin invisible, aux yeux de tous, il prit une décision, continuer à observer et à apprendre, parce qu'il voyait ce que personne d'autre ne voyait. Théo était habitué à être invisible. À 11 ans, il savait déjà comment se déplacer dans les couloirs de cette école luxueuse sans qu'on le remarque. Ses vêtements étaient usés, un peu trop petits, ses chaussures trouées à l'avant. Le cahier qu'il portait partout était rempli de pages réutilisées, écrites 2 ou 3 fois. La plupart des enfants riches l'ignoraient. Ceux qui prêtaient attention le faisaient pour chuchoter des moqueries ou rire dans son dos. Théo ne répondait jamais. Il continuait de marcher, de regarder. Sa mère était la femme de ménage de l'école, et il restait chaque jour après les cours pour l'attendre. Pendant qu'elle nettoyait les salles de classe et frottait les sols, Théo s'asseyait non loin, faisant ses devoirs, ou écoutant simplement. En restant silencieux, il avait beaucoup appris. Et dans ce silence, il commença à remarquer ce que personne d'autre ne voyait, surtout à propos de Lucie, la fille aveugle que tout le monde disait condamnée.
Il l'avait souvent vue. Elle n'agissait pas comme les autres. Alors que les élèves parlaient fort et couraient dans les couloirs, Lucie, elle restait immobile à écouter. Théo observait sa manière de se déplacer avec précaution, guidée par les adultes. Elle avait une routine précise, prenant toujours les mêmes médicaments à la même heure. Son aide-soignante ne la quittait jamais stricte et méthodique. Théo faisait très attention, surtout quand l'infirmière ou les médecins parlaient doucement près d'elle. Il ne comprenait pas tout, mais il saisissait des mots comme « dégénératif » et « 3 mois ». Il remarquait aussi que Lucie utilisait toujours ses gouttes pour les yeux avant que ses migraines ne s'aggravent. C'était presque réglé, comme une horloge, elle prenait les gouttes, puis peu après, se tenait la tête silencieuse, souffrante. Il voyait aussi la manière dont elle touchait parfois ses yeux, comme s'ils brûlaient. Mais ce qui le frappait le plus, c'était son expression. Il y avait dans son visage quelque chose qui contredisait tout ce que disaient les adultes. Elle ne ressemblait pas à une enfant mourante. Elle semblait plutôt prisonnière. Un après-midi, alors que sa mère nettoyait un couloir près du jardin Théo, s'assit près d'une fenêtre, son cahier sur les genoux. Il vit Lucie, assise sur un banc, seule son aide absente pour un instant. Ses mains étaient jointes sur ses genoux, sa tête légèrement renversée, comme si elle était épuisée. Son visage paraissait plus pâle que d'habitude et ses yeux, bien qu'aveugles, semblaient irrités. Elle clignait souvent des paupières, frottant doucement ses paupières du bout des doigts. Théo ressentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Il ne savait pas pourquoi, mais il ne pouvait pas rester là à ne rien faire. Il regarda le chariot de nettoyage que sa mère avait laissé à côté. Il y avait dessus une bassine bleue remplie d'eau savonneuse encore tiède et une pile de torchons propres soigneusement pliés. Il jeta un coup d'œil autour de lui, personne. Son cœur s'accéléra. Il ne pensa ni aux règles ni aux conséquences. Il se leva simplement, attrapa un des torchons, le trempa dans l'eau tiède et s'avança lentement vers Lucie. Il s'approcha sans bruit, sans vraiment savoir ce qu'il faisait. Lucie ne l'entendit pas tout de suite. Elle respirait calmement, les mains posées sur ses genoux. Théo ne dit rien. Il ne voulait pas l'effrayer. Doucement, il leva le torchon et le porta à son visage. Lorsque le tissu chaud toucha sa peau, elle tressaillit légèrement surprise. Mais Théo garda sa main ferme et essuya délicatement autour de ses yeux, veillant à ne pas appuyer trop fort. Le linge était chaud et propre. Il n'avait aucune idée si cela servirait à quelque chose, mais une intuition lui soufflait que oui. Lucie resta immobile, figée. Elle ne dit rien, et pendant un instant, Théo crut qu'elle allait crier ou le repousser. Puis quelque chose se produisit. Ses yeux encore rouges et fatigués clignèrent une fois, puis encore. Elle tourna légèrement la tête vers la fenêtre. Le soleil brillait dehors. Elle s'arrêta de cligner et fixa la lumière, comme si elle venait de percevoir quelque chose. Son corps se raidit, sa respiration changea. Théo ne bougea plus, retenant son souffle. Lucie leva lentement une main la tendant vers la fenêtre. Son visage exprimait la confusion. Puis très doucement, elle murmura « C'est lumineux ». Théo ne sut que dire. Il resta là, le torchon à la main, à la regarder. Lucie tourna la tête vers lui, sans le fixer totalement, mais presque. Ses lèvres tremblaient. Elle cligna encore plusieurs fois les yeux humides. « Ça ne fait pas mal », dit-elle, plus pour elle-même que pour lui. La lumière du soleil effleurait son visage, et pour la première fois, elle ne détourna pas la tête. Théo recula légèrement incertain de ce qu'il venait de faire. Lucie ne souriait pas, mais son visage n'exprimait plus la douleur. Quelque chose avait changé. Elle se redressa la tête droite, sans ce penchement las qu'elle avait toujours eu. Théo reposa le torchon sur le chariot et retourna à sa place sans un mot.
Il observa sa garde revenir et lui parler inconsciente de ce qui venait de se passer. À partir de ce moment, Théo ne put cesser d'y penser. La scène tournait en boucle dans sa tête. Qu'y avait-il dans ces gouttes pour les yeux? Pourquoi son état empirait-il après chaque application? Et pourquoi l'eau chaude avait-elle aidé? Il n'avait pas les réponses, mais il avait désormais des questions et d'importantes. Il devint plus attentif que jamais. Il remarqua la façon dont les adultes parlèrent de la santé de Lucie, devant elle, comme si elle n'existait pas. Il vit comment on la forçait à prendre ses médicaments et ses gouttes sans jamais lui demander comment elle se sentait. Personne ne semblait curieux de savoir ce qu'elle ressentait vraiment. Tous se contentaient d'obéir aux ordres. Mais Théo avait vu autre chose. Lucie pouvait réagir à la lumière. Elle pouvait sentir un changement. Peut-être n'était-elle pas aussi malade qu'il le croyait. Peut-être que quelqu'un se trompait ou mentait. Théo ne savait pas encore ce qu'il allait faire, mais il savait que ce n'était pas fini. Quelque chose en lui disait que ce moment comptait, qu'il signifiait bien plus qu'il ne semblait. Il reprit son rôle auprès de sa mère, faisant semblant que tout était normal, mais son esprit ne trouvait plus le calme. Il devint plus observateur encore pendant les après-midi. Il suivait la routine de l'infirmière, comptait le nombre de gouttes utilisées, notait qui les apportait. Parfois, les étiquettes étaient différentes. Parfois, les flacons changeaient trop vite. Personne ne paraissait s'en soucier. Mais Théo, lui, se souvenait du visage de Lucie, près de la fenêtre de sa main, tendue vers la lumière de son absence de douleur. Ce souvenir resta collé à lui, comme une empreinte. Il se mit à tout consigner dans son cahier rafistolé, dates, heures, réactions, paroles entendues. Il ne savait pas exactement ce qu'il construisait, mais il sentait que c'était important. Il continua aussi à observer Lucie. Chaque fois qu'elle était seule, il restait à proximité cachée. Elle ne parla jamais de ce moment avec le torchon chaud, ne fit aucune allusion à ce qui s'était passé. Peut-être était-elle confuse, ou croyait-elle avoir rêvé. Mais Théo savait la vérité. Il avait vu, il avait été là. Et surtout, il l'avait vu cligner des yeux. Pour la première fois, Lucie avait réagi à la lumière du soleil passant par la fenêtre. Ses yeux avaient bougé, non pas lentement et lourdement comme d'habitude, mais vivement, avec alerte. Sa bouche s'était entr'ouverte, et elle s'était penchée en avant troublée. « J'ai vu quelque chose », murmura-t-elle, comme si elle doutait de ses propres mots. Théo resta figé. Ses mains étaient encore mouillées par le torchon, son cœur battait vite. Il n'avait rien prévu. Il pensait seulement que l'eau tiède calmerait la brûlure. Mais là, c'était autre chose. « Qu'est-ce que tu as fait ?» demanda-t-elle en tournant la tête vers lui, d'une voix non pas apeurée, mais curieuse. Théo fit un pas hésitant en arrière et répondit « J'ai juste nettoyé tes yeux avec de l'eau et du savon. » Il ne savait quoi dire d'autre. C'était tout ce qu'il avait fait, mais quelque chose avait changé. Lucie cligna encore des yeux et tourna la tête vers la lumière de la fenêtre. Elle leva légèrement une main, essayant de deviner d'où venait la clarté. Elle n'avait jamais fait cela auparavant. Et même si Théo ne comprenait pas entièrement ce qui s'était passé, il savait que ce n'était pas normal. Cela voulait dire quelque chose. Il ne pouvait s'empêcher d'y penser. Cette nuit-là, allongé sur le matelas qu'il partageait avec son petit frère, il resta éveillé des heures, les yeux fixés au plafond. Il revoyait Lucie cligner des yeux, il entendait encore sa voix dire qu'elle avait vu quelque chose. Cela n'avait aucun sens. Il se répétait sans cesse « Comment un peu d'eau et de savon pourrait-il changer quoi que ce soit ?» Il savait que Lucie utilisait des gouttes pour les yeux chaque jour. Il avait vu l'infirmière les lui administrer.
Il avait remarqué le petit flacon brun qu'elle portait toujours sur elle, à la même heure toujours, avant que les migraines de Lucie ne commencent. Il avait aussi vu que ses yeux paraissaient pires, après plus rouges, plus irrités. Mais tout le monde acceptait cela, comme faisant partie de sa maladie. Pourtant, Théo ne pouvait pas ignorer ce qu'il avait vu. Il décida qu'il devait en savoir plus. Il ne voulait pas faire de suppositions. Il lui fallait des preuves. Le lendemain, pendant que sa mère nettoyait Théo, se glissa dans la bibliothèque et utilisa un des ordinateurs. Il ne savait pas par où commencer, alors il tapa « effets secondaires des collyres » et se mit à lire tout ce qu'il trouvait. Au début, il ne comprenait pas grand-chose, trop de termes médicaux, trop d'articles compliqués. Mais il persista. Après plusieurs pages, quelque chose attira son attention. L'ingrédient actif des gouttes que Lucie utilisait, il se souvenait du nom sur le flacon, pouvait endommager le nerf optique s'il était employé trop souvent. En petite dose, il était censé être sans danger, mais des rapports mentionnaient qu'un usage excessif pouvait provoquer une perte de vision permanente. Le cœur de Théo se mit à battre plus vite. Était-il possible que la cécité de Lucie ne soit pas naturelle, qu'elle ne soit pas née aveugle? L'idée semblait folle, mais il ne pouvait ignorer les indices. En creusant davantage, il découvrit qu'une fille dans un autre pays avait perdu partiellement la vue à cause d'un médicament similaire. Puis, il trouva le nom du laboratoire pharmaceutique qui produisait ces gouttes. Et là, un détail plus troublant encore, cette même entreprise avait un partenariat commercial avec la clinique Saint-Michel, celle-là même qui suivait Lucie depuis sa naissance. Théo sentit son estomac se nouer. Il n'était pas médecin, il n'avait pas toutes les réponses, mais quelque chose sonnait faux. Pourquoi continuait-il à lui donner un produit qui l'aggravait? Pourquoi personne ne semblait l'avoir remarqué? Peut-être que si. Peut-être que quelqu'un ne voulait pas que la vérité éclate. Il pensa à Arnaud Duval, le père de Lucie. Théo l'avait déjà vu aux événements de l'école, toujours pressé, toujours distant. Peut-être qu'il ignorait tout. Peut-être qu'il croyait simplement les médecins. Ou peut-être qu'il savait. Cette pensée glaça Théo. L'idée qu'on ait pu laisser faire cela, délibérément, lui donnait la nausée. Il commença à imprimer les articles qu'il avait trouvés, à prendre des notes dans son cahier pour tout organiser. Il devait continuer à chercher. Mais qui le croirait? Qui écouterait le fils d'une femme de ménage? Il ne pouvait pas aller voir les professeurs. Ils dépendaient tous de l'école. L'infirmière faisait partie du système. Il décida de poursuivre seul pour l'instant. Les jours suivants, Théo observa avec encore plus d'attention. Il surveillait chaque fois que Lucie recevait ses médicaments, notait ses réactions. Certains jours, ses yeux semblaient pires, d'autres meilleurs, et cela coïncidait toujours avec les moments où elle utilisait les gouttes. Il nota tout l'heure, la dose, les effets après. Il réussit même à revoir l'étiquette du flacon, elle correspondait exactement au rapport qu'il avait imprimé. Le même produit, les mêmes effets secondaires. Peu à peu, il commença à envisager que la maladie de Lucie ne soit pas due à la nature, mais à des décisions humaines. Peut-être qu'une erreur avait été commise des années auparavant. Ou peut-être que ce n'était pas une erreur, mais un choix. Théo ne voulait pas croire que quelqu'un puisse faire cela à une enfant, mais les documents qu'il avait trouvés semblaient le prouver. Il commença à se demander si tout cela n'était pas une question d'argent. Après tout, le père de Lucie était riche. La clinique gagnait beaucoup grâce à ses traitements et le laboratoire encore plus. La tête lui faisait mal à force d'y penser. Pourtant, il savait qu'il ne pouvait pas abandonner. Lucie méritait de connaître la vérité, même si elle faisait mal. Il commença à réfléchir à la façon de lui en parler. Comment tout expliquer? Le croirait-elle? Le voudrait-elle seulement? Il préféra attendre le bon moment.
En attendant, il continua de rassembler des informations. Chaque jour après les cours, il utilisait les ordinateurs, imprimait de nouveaux articles, surlignait les passages importants et les rangeait dans un dossier qu'il cachait dans un vieux casier que sa mère n'utilisait jamais. Il essaya même de trouver de vieilles photos de Lucie lorsqu'elle était plus jeune. Sur certaines photos, elle portait des lunettes de soleil, alors qu'elle n'était encore qu'un bébé, ce qui parut étrange à Théo. D'autres la montrèrent les yeux fermés, ou tournés ailleurs jamais clairement visibles. Rien de précis, mais assez pour le convaincre que quelque chose n'allait pas. Il n'avait pas encore toutes les réponses, mais il savait une chose. La cécité de Lucie n'était peut-être pas de naissance. Quelqu'un l'avait peut-être provoquée par erreur ou par intérêt. Théo n'en savait rien, mais il était désormais sûr d'une chose, il devait découvrir la vérité. Dans les jours qui suivirent, il devint encore plus prudent. Il ne voulait pas attirer l'attention trop vite. Chaque fois qu'il voyait Lucie seule et que son aide-soignante regardait ailleurs, il s'approchait lentement, trempait un torchon propre dans l'eau tiède que sa mère utilisait pour le ménage et essuyait doucement autour de ses yeux. Au début, Lucie était confuse, mais à présent, elle attendait ce moment en silence. Elle ne posait plus de questions et le laissait faire. Après chaque nettoyage, comme Théo l'appelait dans sa tête, Lucie restait tranquille un instant, clignant lentement des yeux. Parfois, elle inclinait la tête vers la lumière. Théo remarquait ces détails, une pause, un geste, une curiosité dans son expression. Quelque chose changeait. Elle ne savait pas exactement quoi, mais elle se sentait différente. Et même si Théo n'était pas médecin, il sentait qu'il faisait quelque chose qui comptait. Il attendait le bon moment pour parler. Pas encore. Pas tant qu'il n'aurait pas une preuve indiscutable. Cela arriva un mercredi. Théo s'en souvenait, parce que ce jour-là, sa mère nettoyait toujours le grand hall d'entrée, celui avec les plus grandes fenêtres. Ce jour-là, Lucie était assise près de la vitre, les yeux fermés comme d'habitude. Théo fit ce qu'il faisait toujours, calmement, prudemment, il nettoya ses yeux. Elle semblait fatiguée, mais paisible. Il s'apprêtait à s'éloigner lorsqu'elle sursauta soudain et se redressa d'un bond. Théo se figea. Lucie leva la main, pointant droit devant elle, les yeux grands ouverts. « La lumière !»« Je l'ai vue !» cria-t-elle. Sa voix était forte, bien plus que d'habitude. Théo regarda autour de lui, pris de panique. Une enseignante accourut affolée. « Lucie, que se passe-t-il » demanda-t-elle en s'agenouillant près d'elle. Lucie respirait vite, clignait sans arrêt. « J'ai vu quelque chose, de la lumière très vive. » L'enseignante sembla hésiter. D'autres membres du personnel arrivèrent. Quelqu'un appela l'infirmière. Quelques minutes plus tard, Lucie fut emmenée d'urgence. Théo resta planté là, incapable de bouger. Il avait peur. Il ne savait pas si tout cela allait tout détruire ou prouver qu'il avait raison. Il savait seulement qu'un événement réel venait de se produire. Lucie fut d'abord conduite à l'infirmerie, puis transférée à la clinique pour des examens. L'incident sema la confusion parmi les adultes. Certains la croyaient, d'autres non. Les médecins firent des scanners, examinèrent ses yeux et lui posèrent des questions. Mais quand ils reprirent la routine habituelle avec les mêmes gouttes, quelque chose changea, ou plutôt, quelque chose disparut. Lucie redevint silencieuse. La clarté qu'elle avait décrite s'effaça. La lumière s'était envolée. Théo attendait des nouvelles nerveux. Quand il la revit à l'école quelques jours plus tard, elle paraissait découragée. Elle ne disait presque rien. Ses yeux semblaient à nouveau fatigués, ternes. L'énergie qu'elle avait eue près de la fenêtre avait disparu. Théo se tut, mais en lui grandissait la colère. Ce n'était pas un hasard. Les gouttes étaient responsables, il en était certain. Elles détruisaient les progrès, elles l'abîmaient. Et le pire, c'est que personne ne la croyait. Ou pire encore, que personne ne voulait la croire.
Arnaud Duval apprit ce qui s'était passé, et cette fois, il ne resta pas silencieux. Lui, l'homme toujours absorbé par ses affaires, devint soudain plus présent. Le mot « lumière » avait éveillé quelque chose en lui. Il exigea plus d'examens, plus d'explications. « Ma fille a vu quelque chose », déclara-t-il au médecin. Mais les réponses restèrent les mêmes, hallucinations, disait-il. Stress, confusion, illusion. Il parlait de réactions neurologiques et de signal erroné. Arnaud ne comprenait pas tout, mais la façon dont il parlait le dérangeait. Il n'avait pas l'habitude d'être écarté ainsi. Théo entendait parler de ces réunions derrière les portes dans les couloirs. Il voyait Arnaud passer le visage fermé, furieux. Un après-midi, Théo prit une décision. Il ne pouvait plus attendre. Tenant dans ses mains tremblantes une pile d'articles imprimés et de notes manuscrites, il s'approcha d'Arnaud Duval, à la sortie de l'école. Ses jambes flageolaient, mais il se tint droit et dit « Monsieur Duval, je dois vous montrer quelque chose, s'il vous plaît. » Arnaud se retourna surpris. Il observa le garçon, ses vêtements, son visage. Il ne dit rien, mais ne s'éloigna pas non plus. Théo prit une grande inspiration et commença à parler calmement, lentement, tentant de ne pas laisser sa peur l'emporter. Il expliqua ce qu'il avait vu, la façon dont les symptômes de Lucie apparaissaient toujours après les gouttes, et comment ses yeux semblaient aller mieux lorsqu'il les nettoyait simplement avec de l'eau. Il tendit à Arnaud les feuilles imprimées des articles de recherche, des études de cas, des listes d'effets secondaires. « Je ne suis pas médecin, » dit Théo, « mais je sais lire et je sais voir. Quelque chose ne va pas. Ces gouttes, peut-être qu'elles ne l'aident pas. Peut-être qu'elles sont le problème. » Arnaud ne répondit pas tout de suite. Il feuilleta les pages, regarda les passages surlignés, puis leva les yeux vers le garçon. Il ne demandait rien. Il ne mentait pas. Arnaud en avait vu des menteurs dans les conseils d'administration, dans les contrats, mais Théo n'en faisait pas partie. Ses yeux fatigués respiraient la sincérité. Arnaud détourna le regard, puis revint au document dans sa main. Il y en avait trop pour tout rejeter d'un revers. Il ressentit dans sa poitrine une sensation étrange, le doute. Une émotion qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Lui qui avait toujours cru les médecins, toujours fait confiance à leur savoir, n'en était soudain plus si sûr. Ce soir-là, Arnaud emporta les papiers chez lui. Assis dans son bureau, il les relut un par un. Il vérifia les noms des auteurs, les sources. Ce n'étaient pas des sites obscurs, c'étaient des publications médicales sérieuses. Il appela l'un de ses conseillers personnels et posa des questions qu'il n'avait jamais osé poser. Pour la première fois, il remit en cause le protocole de traitement, les contrats, les liens entre sa clinique et le laboratoire pharmaceutique. C'était comme s'il se réveillait d'un long sommeil. Il se rappela certaines décisions prises trop vite, des documents signés sans réelle lecture. Était-ce possible? Et si sa fille avait été blessée, non soignée? Il revit le visage de Lucie. Enfant, son sourire, sa curiosité pour les couleurs qu'elle ne pouvait voir. Il pensa aux mots de Théo, à l'eau, au savon, à la lumière. Cela paraissait absurde, et pourtant, tout prenait un sens. Arnaud s'appuya contre le dossier de son fauteuil et fixa le mur. Pour la première fois depuis des années, il n'était sûr de rien, sauf d'une chose, il devait savoir la vérité. Pour la première fois, il commença à douter de la médecine et à voir. Théo et Lucie se retrouvèrent en secret, derrière la cantine de l'école, loin des couloirs et du regard des enseignants. Après tout ce qui s'était passé, la réaction à la lumière, les examens, le silence des médecins et la conversation courageuse entre Théo et Arnaud, il savait qu'ils ne pouvaient pas s'arrêter là. Il leur fallait des preuves des vrais. Lucie, elle avait désormais des questions qu'elle n'aurait jamais imaginé poser.
Toute sa vie, on lui avait répété qu'elle était aveugle, qu'il n'existait aucun remède, que c'était son destin. Mais depuis qu'elle percevait des éclats de lumière et que Théo lui avait montré ses recherches, elle commençait à penser que quelque chose de bien plus grave s'était produit. Théo lui apporta son cahier, rempli de notes de date et de documents imprimés. « Il nous faut plus, dit-il. Quelque chose venant de l'intérieur du système qu'il ne puisse de pas nier. » Lucie acquiesça déterminée. Théo en avait parlé à sa mère, qui avait accepté de les aider. Elle leur parla d'une pièce de rangement au fond de l'école, un vieux local d'entretien que plus personne n'utilisait. Il y avait là des dossiers, des cartons de vieux ordinateurs. Peut-être que quelque chose d'important s'y trouvait encore. Le soir même, une fois les élèves partis et les couloirs silencieux, Théo et Lucie se retrouvèrent près du local du personnel. Sa mère les attendait les clés à la main. « Soyez rapides et prudents », leur dit-elle en leur tendant une lampe de poche. Elle ferait le guet pendant qu'ils fouilleraient. La porte du débarras résista d'abord, puis s'ouvrit d'un coup sec. À l'intérieur, tout était poussiéreux, rempli d'étagères métalliques, de chaises cassées et de boîtes empilées. Des papiers traînaient partout. L'air sentait la moisissure et les produits de nettoyage. Théo toussa et alluma la lampe. Lucie resta près de lui à l'écoute. Il ouvrit les boîtes, lut les étiquettes des dossiers, la plupart concernaient l'entretien ou l'inventaire. Puis derrière une pile de manuels scolaires, il trouva un classeur verrouillé. Sa mère arriva, chercha dans son trousseau et finit par trouver la bonne clé. Un déclic retentit. À l'intérieur se trouvèrent des chemises marquées « médicales »,« privées »,« confidentielles ». Théo en sortit une. Le nom de Lucie y figurait. Son cœur battait fort tandis qu'il ouvrait le dossier. Dedans, il y avait des formulaires, des notes d'observation, des courriels imprimés. Théo lut à voix haute pour qu'elle comprenne. L'un des documents, daté de ses premiers mois de vie, mentionnait une réaction étrange à la lumière. Ses pupilles avaient réagi. Lors d'un test, elle avait tourné la tête vers la lampe. Mais une note manuscrite en marge la qualifiait de non concluante. Un autre rapport, daté de ses 2 ans, signalait un malaise après l'administration du médicament. Une recommandation proposait de changer le traitement, mais elle avait été ignorée. Et plus il lisait, plus les documents révélèrent la même chose, un schéma répété d'avertissements oubliés, de décisions prises sans explication. Les premiers signes montraient que Lucie avait peut-être perçu la lumière, qu'elle réagissait, qu'elle souffrait, même à cause des gouttes. Mais chaque fois, au lieu d'enquêter davantage, quelqu'un avait choisi de poursuivre le traitement. Théo brandit une feuille où figuraient les dates et les heures exactes des applications du médicament, sans tenir compte de l'état de Lucie. Une routine stricte, révisée chaque année, respectée à la lettre. Un échange d'emails les laissa sans voix. 2 médecins et un administrateur de la clinique discutèrent du cas. L'un des médecins exprimait ses inquiétudes concernant les réactions de Lucie et doutait de l'utilité des gouttes. La réponse fut glaciale. « Continuez comme prévu. Aucun changement. N'oubliez pas notre accord. » Un autre message faisait référence à un contrat entre le laboratoire pharmaceutique et la clinique Duval, l'hôpital appartenant au père de Lucie. En pièces jointes figurait le scan d'un contrat de partenariat pluriannuel valant plusieurs millions. La mère de Théo lut le document et porta la main à sa bouche, choquée. L'argent avait influencé les décisions, c'était évident. Lucie n'était pas née aveugle. Ses symptômes étaient réels, mais ils avaient été aggravés par des choix humains, par ceux qui avaient ignoré les avertissements. Théo sentit un haut le cœur. Lucie, assise, tenait un des rapports entre ses mains. « Ils m'ont fait ça », murmura-t-elle. La vérité était là noir sur blanc. Des gens savaient. Ils avaient choisi de détourner le regard. Théo et sa mère emballèrent les documents dans une boîte. Il était temps de tout montrer à Arnaud. Il n'y avait plus de retour possible.
Le lendemain, ils retrouvèrent Arnaud dans son bureau. Il avait l'air fatigué et nerveux. Le dossier que Théo lui avait remis plus tôt reposait encore sur son bureau. Il commençait à croire le garçon, sans imaginer ce qu'ils allaient lui apporter. Théo posa la boîte devant lui. « Voici tout ce que nous avons trouvé, » dit-il. « Des emails, des rapports, des instructions. Tout. » Arnaud ouvrit les dossiers un à un. Il resta silencieux longtemps. Ses mains tremblaient. Ses yeux parcouraient les pages à toute vitesse. Le nom de Lucie revenait sans cesse. Il retrouva le rapport de sa naissance, les échanges de mails, le calendrier des gouttes, approuvé par la clinique qu'il possédait. Ses lèvres se crispèrent. « Pourquoi personne ne m'a rien dit ?» demanda-t-il d'une voix basse. Théo ne répondit pas. Il n'y avait pas de réponse acceptable. Arnaud continua de lire. Il tomba sur le contrat avec le laboratoire pharmaceutique. Sa propre signature figurait en bas de page. Il pâlit, s'appuya contre le dossier de son siège. Tout autour de lui semblait s'effondrer. Il resta dans son bureau, bien après le départ de Théo, de Lucie et de la femme de ménage. Les papiers jonchaient encore la table. Il n'arrivait plus à s'arrêter de lire. Il se sentait trahi de toutes parts, par ses collaborateurs, par les médecins, par le système qu'il avait contribué à construire. Il repensa à chaque rendez-vous médical, à chaque document signé, sans poser de questions, à chaque moment où il avait fait confiance. Il avait cru que les traitements aidaient sa fille. Il comprit qu'il s'était trompé. Sans le vouloir, il avait financé sa douleur. Cette nuit-là, Arnaud ne dormit pas. Il resta assis silencieux, une photo de Lucie bébé entre les mains. Sur cette photo, elle souriait, les yeux grands ouverts. Il ne l'avait jamais remarqué avant, mais à présent, c'était évident, il y avait eu de la vie dans son regard. De la lumière. Quelqu'un la lui avait volée. Arnaud n'était pas un homme habitué à la culpabilité, mais celle-ci le frappa de plein fouet. Au lever du jour, il se leva, prit une grande inspiration et prit une décision. Il ne pouvait pas changer le passé, mais il pouvait se battre pour la vérité. Quelques jours plus tard, Arnaud se tenait debout au bout de la grande table de conférence de l'école, la mâchoire serrée, le regard fixe. Autour de lui siégeaient tous ceux qui avaient eu un rôle dans la vie de sa fille. Les médecins de la clinique Duval, la directrice, l'infirmière, les conseillers juridiques et plusieurs membres du conseil d'administration. Personne ne savait vraiment pourquoi cette réunion d'urgence avait été convoquée. Mais la tension était palpable. Arnaud ne perdit pas de temps. Il jeta sur la table une pile de documents. « Voici les dossiers qu'on m'a cachés », dit-il d'une voix ferme. « Ils montrent ce qui est réellement arrivé à ma fille. » Il distribua des copies, s'assurant que chacun voit les preuves de ses propres yeux. Puis il parla calmement, mais sans laisser place au doute. Il expliqua comment Lucie avait reçu pendant des années un médicament qui avait aggravé son état. Il décrivit les rapports ignorés, les tests falsifiés, les avertissements écartés et les signes prouvant que Lucie n'avait jamais été totalement aveugle à la naissance. Le silence s'installa dans la salle. Ce qu'il disait n'était pas une théorie, c'était un fait. Il se tourna vers les médecins, les fixa sans ciller. « Je vous ai fait confiance, » dit-il d'une voix forte. « Je vous ai confié la vie de ma fille. Et pendant que je signais l'échec, pendant que je finançais tout cela, j'ai aussi laissé faire par ignorance. Cela s'arrête aujourd'hui. » Il regarda ensuite les directeurs de l'école. « Cet endroit était censé la protéger, » dit-il d'une voix calme. Au lieu de cela, il est devenu une partie du système qui l'a blessé. Le silence dans la salle était lourd, presque étouffant. Personne n'osa parler. Arnaud poursuivit, s'adressant à Lucie, devant tout le monde. « Je suis désolé. Je ne t'ai pas vu. J'ai cru ce qu'on me disait, sans vérifier si c'était vrai. Cela n'arrivera plus jamais. »
Puis, à la stupeur générale, il annonça la rupture immédiate de tous les contrats avec le laboratoire pharmaceutique concerné. Il déclara également que des enquêtes officielles seraient ouvertes sur chaque personne impliquée dans le dossier de Lucie, des médecins jusqu'aux dirigeants de la clinique. Plus personne ne serait protégé. Mais Arnaud ne s'arrêta pas à cette réunion. Le même après-midi, il se rendit auprès de son équipe juridique et demanda la tenue d'une conférence de presse. Il voulait tout rendre public. Il voulait que le monde sache. 2 jours plus tard, devant des dizaines de micros et les flashs des caméras, Arnaud leva le même dossier que Théo lui avait remis. « Ce n'est pas seulement l'histoire de ma fille », déclara-t-il. « C'est celle de chaque enfant, de chaque parent, de chaque patient, à qui l'on dit de faire confiance sans poser de questions. » Il raconta tous les années de mauvais traitements, la vérité cachée son aveuglement par la confiance et l'argent, et comment il avait failli perdre Lucie à cause de cela. Les médias s'enflammèrent. Les journaux publièrent des titres dans la minute. Un milliardaire dénonce une fraude médicale qui a presque coûté la vie à sa fille. Télévision, réseaux sociaux, journaux en ligne, tous relayèrent l'histoire de Lucie. Arnaud apparut dans les interviews non plus comme un homme d'affaires, mais comme un père trompé, réveillé, décidé à obtenir justice. Les conséquences furent rapides. La clinique portant son nom vit sa licence suspendue. Le laboratoire fut placé sous enquête et plusieurs médecins furent relevés de leurs fonctions pendant les investigations. Arnaud usa de toute son influence pour que l'affaire ne soit pas étouffée. Il ne cherchait ni argent ni vengeance. Il voulait un changement. Le rôle de Théo fut révélé à la presse. Des photos de lui et de Lucie firent le tour du monde. Le fils d'une femme de ménage dévoile un scandale médical, titra un journal. Mais malgré la célébrité soudaine, Théo resta discret. Il ne voulait ni gloire ni reconnaissance. Lucie, encore en plein bouleversement, se concentra sur l'essentiel, sa santé. Pour la première fois de sa vie, elle cessa d'utiliser les gouttes. Arnaud engagea une équipe médicale indépendante, sans aucun lien avec les anciens prestataires, pour évaluer son état honnêtement. Les nouveaux médecins commencèrent un processus lent de détoxification et de suivi. Et peu à peu, l'impossible se produisit. La vision de Lucie commença à revenir. Ce n'était ni rapide ni complet, mais c'était réel. Elle se réveillait sans maux de tête. Ses yeux ne la brûlaient plus. Elle distinguait des formes, des mouvements, des ombres. Parfois, lorsque le soleil traversait sa fenêtre, elle pouvait dire d'où venait la lumière. Elle décrivait des couleurs qu'elle n'avait jamais comprises auparavant. Sa voix avait changé, plus assurée, plus vive. Elle souriait davantage. Théo venait souvent la voir, et il s'asseyait dehors, là où elle s'exerçait, à décrire ce qu'elle voyait. Arnaud était désormais toujours présent, attentif. Il lui apportait des livres en braille et en grands caractères, des fournitures de dessin, et même un télescope qu'elle avait toujours rêvé d'utiliser, pour le jour où sa vue serait suffisante. Les professeurs de Lucie changèrent eux aussi d'approche. Fini les routines figées centrées sur son handicap. Désormais, tout tournait autour de ce qu'elle pouvait faire, non de ce qu'elle ne pouvait pas. Elle n'était plus la fille condamnée à 3 mois de vie. Cette phrase écrite jadis dans un dossier médical était fausse. Et chaque jour qu'elle vivait, elle la contredisait. Son histoire s'écrivait de nouveau. Au fil des mois, Lucie retrouva des forces. Son corps réagissait bien aux nouveaux soins. L'absence des gouttes faisait toute la différence. Elle commença à se souvenir de choses de son enfance, des lumières, des reflets, des couleurs. Les médecins confirmèrent ce que Théo et Arnaud savaient déjà au fond d'eux. Lucie n'avait jamais été totalement aveugle. Le médicament avait causé la majorité des dommages. Mais sans lui, ses yeux guérissaient lentement. Arnaud changea lui aussi. Il devint présent, attentif, prudent.
Il ferma les branches de son entreprise liées au contrat pharmaceutique et réorienta sa fortune vers la recherche médicale et la défense des patients. Il créa un fonds d'aide pour les familles victimes de traitements suspects. Théo et sa mère furent invités à vivre dans la propriété des Duval. Et cette fois, Théo intégra l'école, non comme le fils de la femme de ménage, mais comme élève à part entière. Mais rien n'avait plus d'importance que ces moments simples où Lucie tournait le visage vers la fenêtre, souriait et disait « Je la vois ». Peu à peu, sans les gouttes, sa vue s'améliorait, et la sentence de 3 mois qui pesait sur elle commençait à être réécrite. Les semaines suivant le scandale furent pleines d'attention, de changements et de questions. Mais pour Lucie, quelque chose de bien différent se produisait. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait libre. Les routines rigides de pilules de gouttes et de visites médicales ne faisaient de plus partie de ses journées. Son corps devenait plus léger. Les maux de tête disparurent. La brûlure dans ses yeux ne revint jamais. Et puis, lentement mais clairement, elle commença à voir. D'abord des formes floues des taches de lumière, puis chaque jour un peu plus, la lumière à travers une vitre. Les contours du visage de Théo lorsqu'il riait la silhouette de ses propres mains. Au début, elle n'y crut pas. Elle pensait que tout cela allait s'effacer. Mais non. Chaque jour sans les gouttes apportait plus de clarté. Ses gestes devenaient plus assurés, sa voix plus vive, plus curieuse. Elle posait 1000 questions, et Théo était toujours là pour y répondre. Les médecins désormais sous la direction de la nouvelle équipe d'Arnaud confirmèrent ce qu'ils espéraient. Il n'y avait plus aucune trace de la maladie, supposée incurable. Arnaud désormais ne quittait plus sa fille. Il ne déléguait plus rien. Il l'accompagnait à chaque rendez-vous, posait toutes les questions, vérifiait chaque rapport. La culpabilité restait lourde, mais il la transformait en force. L'une de ses premières décisions fut de réformer l'école. Il licencia les directeurs qui avaient fermé les yeux et engagea de nouveaux enseignants, convaincus de l'importance de l'inclusion de l'exploration et du respect du rythme de chaque élève. Il fit venir des spécialistes de l'apprentissage sensoriel et fit construire un nouvel espace dans l'école, une salle sans écran, sans machine, sans alarme, baignée de lumière naturelle, remplie de textures de sons doux et d'odeurs familières. Il l'appela la salle des découvertes. Elle était destinée aux élèves comme Lucie, à ceux qui avaient besoin d'apprendre autrement. Ce n'était pas seulement une réparation, c'était une renaissance. Arnaud aimait rester près de la porte, observant Lucie, et Théo rire, explorer, expérimenter sans peur ni contrainte. Lucie passait des heures dans cette salle. C'était devenu son refuge. Des tables y étaient couvertes d'objets de formes et de matières variées, les murs peints dans des tons doux, et des panneaux lumineux diffusaient des intensités de lumière différentes. Lucie s'asseyait devant eux et tentait de décrire ce qu'elle voyait. Théo restait à ses côtés, prêt à lui tenir la main si elle se sentait perdue. Il ne la pressait jamais. Quand Lucie distingua clairement le jaune pour la première fois, elle dit que cela lui faisait ressentir de la chaleur, comme le soleil sur la peau. Le bleu lui évoquait pour elle le calme de l'eau. Comme elle n'avait aucun souvenir visuel, elle associait les couleurs à des sensations. Le rouge lui rappelait la confiture de fraises, le vert, l'odeur de l'herbe fraîchement coupée. C'était devenu un jeu. Théo lui montrait une couleur et Lucie lui disait ce qu'elle lui évoquait. Cela la faisait rire, réfléchir. Chaque jour passé dans cette pièce lui apprenait le monde, mieux que n'importe quel livre. À mesure que la vue de Lucie s'améliorait, ses forces revenaient. Elle marchait davantage, explorait les couloirs, les jardins. Elle n'avait plus besoin qu'on la surveille en permanence. Elle avait Théo, et cela suffisait. Ensemble, ils lisaient, écoutèrent de la musique, jouaient à deviner des sons, ou restaient simplement silencieux. Lucie n'avait plus peur de l'avenir. Elle ne comptait plus les jours. L'idée de mourir dans 3 mois avait disparu emportée avec les mensonges et les médicaments.
À sa place, une curiosité neuve grandissait. Elle voulait voir davantage, comprendre le monde, découvrir les arbres de près, observer les ombres, les visages qui changent quand on rit. Arnaud remarquait tout cela, et cela le transformait à son tour. Lui qui vivait autrefois pour les chiffres et les contrats, vivait désormais pour ces instants simples. Entendre Lucie décrire une couleur, la voir marcher sans aide, l'écouter dire « Je crois que je l'ai vue ». Ces moments autrefois inimaginables étaient devenus son quotidien. Arnaud poursuivit sa transformation. Il finança des recherches sur les effets des médicaments chez les enfants. Atteint de handicap, créa des programmes pour soutenir les familles victimes de diagnostics trompeurs. Visita des hôpitaux et posa les questions que d'autres n'osaient pas poser. Mais il ne parlait plus jamais comme un homme d'affaires. Il parlait comme le père de Lucie, un homme qui avait échoué à prix et voulait désormais réparer. À la maison, l'atmosphère avait changé. Ce n'était plus ce silence froid et vide. Elle était pleine de vie. La chambre de Lucie avait maintenant de grandes fenêtres toujours ouvertes, avec de légers rideaux qui dansaient au gré du vent. Des couvertures colorées, des piles de livres et des dessins qu'elle réalisait avec l'aide de Théo remplissèrent la pièce. La fille autrefois, enfermée dans des règles strictes, avait désormais le choix. Elle choisissait ses vêtements, participait à la préparation des repas et décidait de ce qu'elle voulait faire de ses journées. Sa vie n'était plus un compte à rebours. C'était un nouveau départ. Théo était toujours là, chaque jour son meilleur ami, celui qui avait tout déclenché par un simple geste de bonté. Arnaud se souvenait encore des paroles des médecins. « Elle a 3 mois à vivre ». À l'époque, il y avait cru. Il les avait acceptés. Aujourd'hui, chaque fois que Lucie riait, marchait ou découvrait quelque chose de nouveau, ses mots perdaient un peu plus de leur poids. La peur qu'il portait s'était évanouie, remplacée par l'espoir, la vérité et un avenir. Lucie avait encore du chemin à parcourir. Sa vue n'était pas parfaite, mais elle était bien là, accompagnée d'une confiance, d'une joie et d'une liberté nouvelle. Théo restait son ami le plus proche, et Arnaud son protecteur. Mais désormais, elle n'avait plus besoin d'être protégée du monde. Elle en faisait partie. L'histoire qui avait commencé par un diagnostic de cécité et de mort s'était entièrement réécrite. Lucie n'était plus une enfant malade. Elle était une fille qui découvrait la vie, une forme, une couleur, un instant à la fois. Arnaud, debout sur le pas de la porte de la salle des découvertes, ne pouvait s'empêcher de sourire le cœur plein. Ces 3 mois n'avaient pas été une fin. Ils étaient devenus un commencement. Et Arnaud regardait tout cela avec des larmes mêlées de regret et de gratitude. L'école autrefois froide, silencieuse et distante, changeait elle aussi. Pas du jour au lendemain, mais pas à pas. Les longs couloirs, autrefois dominés par les règles et la surveillance, résonnaient désormais de rires, de conversations et de curiosité. Lucie n'était plus traitée comme une patiente fragile. Elle était simplement une élève avec sa manière d'apprendre, son rythme et sa lumière. Les autres enfants qui jadis ne voyaient en elle que la fille aveugle voulaient maintenant s'asseoir à côté d'elle à la cantine, l'inviter à jouer, lui poser des questions sur la manière dont elle percevait le monde. Ils étaient de curieux, mais jamais moqueurs. Ils écoutaient lorsqu'elle expliquait ce que les couleurs lui faisaient ressentir, comment la lumière lui évoquait des sons, et comment elle imaginait les choses avant même de les voir. Lucie aimait expliquer. Pour la première fois, elle n'était plus en marge. Elle faisait partie de tout. Et l'école, autrefois obsédée par le contrôle et le prestige, redevenait enfin un lieu d'apprentissage vivant. Théo, lui aussi, n'était plus invisible. Ce garçon, qui marchait discrètement derrière sa mère avec son vieux cahier usé et ses chaussures de troué, était désormais connu de tous. Les enseignants le saluaient avec respect, les élèves lui demandèrent de l'aide, le personnel le reconnaissait dans les couloirs. Mais Théo n'avait pas changé.
Il aidait toujours sa mère, lorsqu'elle en avait besoin, restait attentif à tout ce que les autres ne voyaient pas. Passait ses moments libres à lire ou écrire. Mais maintenant, il appartenait à cet endroit. Arnaud n'oublia jamais ce que Théo avait fait. Il l'accueillit dans la famille, pas seulement par des mots, mais par des actes. Il veilla à ce que Théo ait tout ce qu'il lui fallait pour poursuivre ses études et apprendre. Il créa aussi des bourses pour d'autres enfants issus de milieux modestes, afin qu'ils aient les mêmes chances. L'école ouvrit peu à peu ses portes à une plus grande diversité d'élèves. Surtout, elle devint un lieu où les enfants n'étaient plus définis par leur manque, mais par leur potentiel. Arnaud alla plus loin encore. Il fit venir de nouveaux enseignants et spécialistes qui croyaient à la créativité et à l'apprentissage guidé par les élèves eux-mêmes. Plusieurs salles furent transformées en espaces créatifs, avec des matériaux artistiques, des kits scientifiques, des livres en plusieurs formats et des zones d'exploration tactile. Il donna aussi un nom à la salle des découvertes où Lucie et Théo avaient passé tant d'après-midi, la salle Théo. Une plaque sur le mur portait l'inscription « Pour le garçon qui a choisi de voir ». Théo ne voulait pas cette attention, mais Arnaud insista. C'était un rappel pour tous de la façon dont un enfant discret avait tout changé. Lucie et Théo continuèrent d'y aller presque chaque jour après les cours. Ce n'était plus un lieu spécial, c'était simplement leur endroit à eux. Ils lisaient, expérimentaient des filtres de lumière, inventèrent des histoires ou parlaient pendant des heures. Parfois d'autres élèves les rejoignaient, mais ils trouvaient toujours un coin tranquille pour continuer à explorer. La vue de Lucie restait partielle, mais son imagination, elle n'avait pas de limite. Avec Théo à ses côtés, elle ne doutait jamais, elle n'avait plus peur. Leur conversation semblait ne jamais finir. Lucie était toujours curieuse. Elle posait à Théo des questions sur des choses qu'elle n'avait jamais vues, les feux d'artifice, les nuages qui courent pendant une tempête ou l'apparence d'une rue bondée. Et Théo lui expliquait du mieux qu'il pouvait. Il ne rendait jamais les choses magiques ou exagérées. Il les décrivait avec des mots qu'elle pouvait comprendre à travers les souvenirs, les odeurs et les sons. Certaines nuits, après un événement à l'école, Lucie lui disait « Je crois que j'ai rêvé en couleur cette nuit ». Théo souriait et demandait « Qu'as-tu vu ?» Elle répondait « Le ciel était rose » ou « Les arbres avaient l'air de danser ». Il la croyait toujours. Et quand elle disait « Le ciel était rose aujourd'hui », Théo levait les yeux et répondait « Peut-être qu'il est devenu rose juste pour que tu le vois ». Ce n'était pas une plaisanterie. Il le pensait vraiment. C'était ce genre de lien qu'ils partageaient réel, fort rempli de compréhension. Ils n'étaient plus simplement amis. Ils faisaient partie de l'histoire l'un de l'autre et tout le monde autour d'eux pouvait le voir. Lucie devint peu à peu une sorte de leader silencieuse. Elle ne faisait pas de discours, ne dirigeait pas les réunions, mais sa présence, ses questions et sa façon d'apprendre inspirèrent les autres. Les élèves commencèrent à parler plus ouvertement de leurs différences. L'un admit avoir du mal à lire et demanda de l'aide. Une autre, trop timide pour s'exprimer, osa prendre la parole. Les enseignants prêtèrent plus d'attention aux besoins individuels. L'école devint enfin un lieu où chacun avait sa place à sa manière. Théo lui continua d'écrire. Il commença un nouveau cahier, celui-ci uniquement pour Lucie. Il y notait ses phrases, ses rêves, les moments partagés. Sur une page, on pouvait lire « Aujourd'hui, elle a dit que le rouge était piquant. » Il lui rappelait la cannelle. Sur une autre, elle a vu l'orange et a dit qu'il avait l'air bruyant. Théo ne savait pas encore ce qu'il ferait de ce carnet, mais il savait qu'il comptait. C'était la trace d'un renouveau, celui de Lucie, d'une école d'un système et de personnes prêtes à ouvrir les yeux. Arnaud observait souvent de loin, non par désintérêt, mais par respect pour ce que Lucie et Théo avaient construit.
Ce n'était pas quelque chose que l'argent pouvait acheter. C'était né de la vérité, du courage et de la confiance. Parfois, il s'arrêtait à l'entrée de la salle Théo et écoutait. Il n'intervenait pas. Il regardait seulement. Il voyait Lucie sourire, explorer, s'épanouir un peu plus chaque jour. Il voyait Théo à ses côtés, calme, patient, sans jamais rien attendre en retour. Arnaud savait désormais que la meilleure chose qu'il ait jamais faite n'était ni de fonder une entreprise, ni de bâtir un empire, mais d'avoir appris à écouter et à voir. Grâce à ce choix, Lucie avait un avenir. Théo avait une voix, et l'école un sens. Ce lieu autrefois froid et élitiste était devenu un espace rempli de lumière, de son et de vie. Les enfants le sentaient, les professeurs aussi. Et plus personne ne voyait Lucie ou Théo comme avant. Ils avaient créé un nouveau monde. Un jeudi matin, une invitation arriva. Une grande enveloppe blanche, scellée d'un cachet doré, adressée à Lucie Duval. Elle venait des organisateurs d'un événement national consacré aux découvertes et aux histoires de résilience des enfants. La cérémonie aurait lieu dans un grand auditorium de la capitale en présence d'élèves, de médecins et de journalistes. Lucie était invitée à prendre la parole sur scène. Quand Arnaud lut la lettre à voix haute, Lucie resta silencieuse. Elle n'avait pas peur de parler, mais cette fois c'était différent. Ce n'était pas une présentation d'école. C'était une scène publique, pleine d'inconnus. « Je suis obligée d'y aller », demanda-t-elle doucement. Arnaud s'agenouilla près d'elle. « Tu n'es obligée à rien », dit-il. « Mais on t'a invité parce que ton histoire compte. » Lucie regarda Théo assis de l'autre côté de la pièce, un livre à la main. « Qu'est-ce que je pourrais dire ?» demanda-t-elle. Théo sourit. « Dis-leur simplement ce que tu as vu. » Lucie ne répondit pas tout de suite, mais son expression changea. Elle réfléchissait. Elle était nerveuse, oui, mais elle ne dit pas non. Les jours suivants, elle s'entraîna plusieurs fois dans la salle des découvertes. Théo l'aidait, l'écoutait attentivement, pendant qu'elle testait différents mots, différentes phrases. Au début, elle réfléchissait trop. Elle essayait de parler comme les adultes, comme les médecins qu'elle avait entendus. Mais ça sonnait faux. « On dirait que je mens », dit-elle après une tentative. « Alors ne mens pas », répondit Théo. « Dis-le comme tu me l'as dit. Souviens-toi du premier jour près de la fenêtre. » Lucie s'en souvint. Ce jour-là, elle avait crié « La lumière !» Je l'ai vue. Elle n'avait pas de plan, pas de discours, juste la vérité. C'est ce que Théo voulait qu'elle partage. Ils continuèrent à s'exercer et peu à peu, Lucie trouva sa voix. Elle était claire, posée, sincère. Arnaud observait de loin. Il n'intervenait pas. Il avait appris quand il fallait avancer et quand il fallait simplement laisser faire. Il organisa le transport, s'assura que tout était prêt, mais laissa la décision finale à Lucie. Le matin de l'événement, elle hocha simplement la tête, sans qu'on le lui demande. Elle avait décidé qu'elle parlerait. La cérémonie se déroulait dans un grand auditorium, les rangées de sièges pleines de monde. Des banderoles portèrent les mots « Voix de la découverte » et des projecteurs illuminèrent la scène. Quelques enfants passèrent avant Lucie, partageant des histoires d'inventions, de projets communautaires ou de gestes de bonté. Puis son nom fut appelé. Le public applaudit poliment. Arnaud était assis au premier rang, Théo à ses côtés. Lucie monta sur scène lentement. Elle portait une robe jaune pâle et n'avait aucune note en main. Elle paraissait plus petite que le pupitre, mais quand elle se plaça devant le micro, sa posture était droite, assurée. Elle prit une inspiration et dit « Voici Théo ». Elle désigna le premier rang. Il a lavé mes yeux. Et alors, j'ai vu le monde. La salle devint silencieuse. Lucie attendit, non pas par hésitation, mais pour laisser ses mots résonner. Puis elle ajouta « La guérison ne venait pas d'un hôpital. Elle est venue de quelqu'un
qui m'a vraiment vu. C'était tout. Pendant quelques secondes, personne ne bougea. Puis, soudain, une vague d'applaudissements emplit la salle. Des gens se levèrent. Certains applaudissaient les larmes aux yeux, d'autres se penchaient pour murmurer les mots que Lucie venait de prononcer. Les journalistes prenaient des notes, les enseignants essuyaient leurs visages. À cet instant, ce n'était pas un discours, c'était une vérité que personne n'attendait. Arnaud regarda Théo la gorge serrée. Le garçon qui nettoyait autrefois les couloirs en silence était désormais au centre d'une conversation nationale. Arnaud se leva, monta sur scène, prit le micro et, sans texte préparé, dit simplement « Aujourd'hui, Théo fait partie de notre famille. » Il n'y avait ni hésitation, ni discours appris, juste la vérité comme celle de Lucie. Le public applaudit de nouveau plus fort encore. Lucie se tourna vers Théo et ouvrit les bras. Il monta les marches en courant et elle le serra contre elle. « Frère de cœur » murmura-t-elle à son oreille. Théo ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Ses yeux étaient pleins de larmes, ses mains tremblaient un peu, mais il la serra tout aussi fort. Ce fut un moment que personne dans la salle n'oublia, pas à cause de qui ils étaient, mais à cause de ce qu'ils avaient fait ensemble. Après l'événement, tout changea encore, mais cette fois dans une direction nouvelle. Les journaux du soir ne parlaient plus de scandale. Ils ne répétaient plus les mots corruption, mensonge ou échec. L'histoire portait désormais sur la guérison, la confiance et la vérité. Le fils de la femme de ménage devient héros national, titra un article. Une fille retrouve la vue, le monde retrouve l'espoir, disait un autre. Les présentateurs de télévision citaient les mots de Lucie. Il a lavé mes yeux, et alors j'ai vu le monde. L'événement devint viral. Les parents en parlaient à la maison. Les écoles invitaient Arnaud à témoigner. Et Théo recevait des lettres d'enfants venus de tout le pays, certains posant des questions, d'autres le remerciant simplement. Arnaud géra l'attention médiatique avec soin, mais il imposa une règle claire, aucune caméra à la maison, aucun journaliste près de Lucie sans son accord. Théo, lui, ne changea pas. Il aidait toujours Lucie à étudier, traversait les couloirs comme avant, et passait ses après-midi dans la salle Théo. Mais à présent, tout le monde savait qui il était, et surtout pourquoi il comptait. Non pas pour sa célébrité, mais pour ses actes, son cœur et son choix de se soucier quand personne d'autre ne le faisait. À l'école, Lucie et Théo n'étaient pas vus comme des stars, mais comme des exemples. Leurs camarades ne les appelaient plus la fille aveugle ou le garçon du seau. Ils les voyaient comme des amis. Les professeurs changèrent aussi leur manière d'enseigner, laissant plus de place aux questions, à l'honnêteté, aux conversations vraies. Lucie continuait d'apprendre de nouvelles couleurs. Les lumières de la scène étaient trop bleues, plaisanta-t-elle un jour. Théo rit. La prochaine fois, c'est toi qui choisiras les lumières. Arnaud poursuivit son engagement pour les familles, les écoles et les hôpitaux, mais désormais, il écoutait Lucie et Théo pour concevoir ses projets. « Si ce n'est pas simple, ça ne marchera pas », disait Théo. « Si ce n'est pas bienveillant, ce n'est pas juste », ajoutait Lucie. Leurs mots faisaient les parties de ses décisions. La salle des découvertes avait maintenant une liste d'attente. Les enfants voulaient ressentir, voir et comprendre comme Lucie l'avait fait. Tout le monde comprit alors que ce qui avait commencé par le geste silencieux d'un garçon était devenu bien plus grand. Ce soir-là, les gros titres ne parlaient plus d'un scandale surmonté. Ils parlaient d'espoir. De retour à l'école, tout semblait différent, même si rien n'avait vraiment changé. Les classes étaient toujours à la même place, la cloche sonnait à la même heure, et le jardin gardait ses rangées de plantes bien alignées. Mais pour Théo et Lucie, chaque couloir avait une nouvelle signification. Le premier jour après l'événement, Théo arriva tôt. Dans sa main, il tenait le vieux seau bleu nettoyé poli,
avec désormais une petite fissure sur le côté, réparée avec du ruban transparent. Il aurait pu le laisser derrière lui, mais il ne l'a pas fait. C'était une partie de l'histoire. Pour les autres, ce n'était qu'un seau de nettoyage. Pour Théo, c'était le premier outil qui avait tout changé. Il le plaça avec soin dans la salle des découvertes, sur une étagère, à côté des livres des nuanciers et des objets sensoriels. Lucie était déjà assise près de la fenêtre, regardant la lumière du matin. Elle se tourna quand elle entendit le seau tinter contre l'étagère. « Tu l'as apporté », dit-elle en souriant. Théo hocha la tête. « C'est par lui que tout a commencé », répondit-il. La salle des découvertes avait changé, elle aussi, pas seulement dans son apparence, mais dans son esprit. Sur le mur près de l'entrée, un cadre était suspendu fièrement. À l'intérieur, le premier dessin de Lucie. 2 silhouettes se tenant la main, un petit soleil au-dessus et un seul mot en dessous. Nous. Les traits étaient irréguliers, les couleurs un peu brouillonnes, mais c'était parfait. Arnaud l'avait encadré lui-même. Quand Lucie vit le dessin accroché pour la première fois, elle toucha le verre et murmura « C'est toujours nous ». Théo, debout à côté d'elle, répondit doucement « Pour toujours ». Il n'avait pas besoin d'en dire plus. Ce dessin n'était pas qu'une image, c'était un souvenir, une promesse, un rappel du chemin parcouru. D'autres élèves s'arrêtaient pour le regarder. Les professeurs le montraient lors des visites de la nouvelle salle, mais pour Lucie et Théo, il était intime. Il n'était pas là pour impressionner, il était là parce qu'il était vrai. Il représentait le commencement de quelque chose que personne d'autre ne pouvait vraiment comprendre, mais que tout le monde respectait. L'école autrefois considérée comme stricte et élitiste était devenue plus ouverte, plus chaleureuse, plus humaine. Les élèves riaient dans les couloirs. Les professeurs prenaient le temps de demander sincèrement comment les enfants allaient. Les classes vibraient de projets créatifs, musique, arts, sciences, expériences. La salle des découvertes était devenue le cœur de tout cela. Les enfants y entraient et sortaient toute la journée, jouant avec les couleurs, les textures, la lumière. Arnaud s'y trouvait souvent, aussi assis par terre pendant les séances de lecture, ou en train de peindre avec les plus jeunes. Il n'était plus l'homme pressé et distrait d'autrefois. Il avait changé. Il riait plus, souriait souvent, et ne manquait jamais une occasion de s'asseoir à côté de Lucie ou de Théo pendant les activités. Parfois, il lisait des histoires à haute voix. D'autres fois, il apportait des livres de son enfance pour faire découvrir autre chose aux élèves. Personne ne le voyait plus comme un milliardaire. Il faisait partie de l'école, pleinement présent, pleinement impliqué. Pour lui, ce lieu n'était plus une institution. C'était devenu bien plus un foyer, une seconde chance, une famille. Tous les jours n'étaient pas faciles. Il y avait encore des moments durs, des jours où la vue de Lucie se troublait, où d'anciennes peurs revenaient. Mais dans ces moments-là, elle n'était jamais seule. Théo remarquait toujours quand quelque chose n'allait pas. Il ne posait pas beaucoup de questions. Il n'en avait pas besoin. Il s'asseyait simplement à côté d'elle, calme et constant. Il savait quand le silence suffisait et quand les mots étaient nécessaires. Un jour, Lucie, la tête baissée, restait muette. Théo s'assit près d'elle, sans parler. Après un moment, elle chercha sa main et la serra doucement. « Tu es mon phare », dit-elle, sans lever les yeux. Théo la regarda et répondit « Et toi, tu es mes yeux ». Ce n'était pas dramatique, ni préparé. C'était sincère. C'est ainsi qu'il communiquait désormais, simplement honnêtement, avec tout le sens du monde. Ces instants silencieux valaient autant que les grands moments publics, car au fond, ce qui les unissait n'était pas seulement ce qu'ils avaient surmonté, mais ce qu'ils continuaient à affronter ensemble. Leur histoire s'était répandue, bien au-delà de l'école, mais à l'intérieur de ces murs, elle restait protégée. Les professeurs s'en servaient,
comme d'un exemple, pas comme d'un conte à exposer. Les nouveaux élèves entendirent parler de Lucie et Théo, non pour les admirer, mais pour trouver le courage d'être eux-mêmes. Un jour, un projet de classe invita chacun à écrire une lettre à la personne qui lui avait appris à voir le monde autrement. Beaucoup écrivirent à leurs parents, d'autres à leurs frères ou sœurs. Quelques-uns donnèrent leur lettre directement à Théo. Un petit garçon écrivit « Merci de m'avoir montré que n'importe qui peut être un héros ». Théo ne dit rien en les lisant, mais il garda chaque mot dans une boîte sous son lit. Lucie, elle continua de dessiner. Ses œuvres devenaient plus colorées, plus précises. Elle utilisait encore ses souvenirs sensoriels pour guider ses choix. « Le vert est paisible », disait-elle. « Le rouge est rapide. » Chaque dessin racontait un nouveau chapitre de son histoire. Théo les étiquetait et Arnaud les accrochait autour de l'école. Les murs n'étaient plus vides. Ils débordèrent d'art de vie et d'histoire. L'école était devenue la preuve vivante qu'on peut se transformer. Et à travers tout cela, Théo resta le même au fond de lui, discret, attentif, ancré. Mais désormais, il était vu estimé et digne de confiance. Pas seulement par Lucie ou Arnaud, mais par toute l'école. Il nettoyait encore, parfois s'asseyait toujours par terre pour aider les autres, mais maintenant, il le faisait la tête haute. Le seau qu'il portait autrefois avec honte était désormais un symbole de courage. Lucie continuait de venir chaque après-midi dans la salle des découvertes. Il s'asseyait encore près de la fenêtre, parlait toujours des couleurs et de la lumière. Rien n'était forcé ni exagéré. C'était simplement vrai. Et un après-midi tranquille, alors qu'ils étaient assis dans la salle, Théo regardant son dessin encadré. Théo posa la main sur le rebord de la fenêtre et dit « C'est toujours nous ». Lucie, souriante, répondit « Pour toujours ». Leur histoire n'était pas terminée. Elle avait simplement trouvé son rythme paisible, libérée de la peur et de la survie, guidée désormais par la connexion, la compréhension et le simple fait de vraiment voir quelqu'un. Cette histoire n'était pas née de la médecine. Elle était née de la vérité, du courage et du regard attentif d'un garçon dont personne n'attendait rien. Tout avait commencé avec du savon du courage et un enfant qui avait osé voir ce que les puissants refusaient de regarder. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette histoire. Je suis immensément heureux que vous soyez allés jusque-là. Merci beaucoup de votre lecture. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez préféré, ou ce qui vous a touché le moins. Et n'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt.